bienvenue aux premières activités de sciences des mercredis des sciences humaines de 2015. Nous sommes Audrey Fournier et Louis-Pierre. Le nombre de personnes vivant sans domicile fixe ne cesse d'augmenter et les ressources sont dramatiquement insuffisantes, particulièrement pour les femmes. Aujourd'hui, nous accueillons Mme Guylaine Clich, qui s'est sentie interpellée par cette réalité. Son projet, Nulle part chez soi, la femme en soi, s'inscrit dans cette démarche. La productrice, chef de famille monoparentale et étudiante à l'Université de Sherbrooke, s'est consacrée bénévolement à ce dernier. Néanmoins, une équipe constituée de professionnels et d'artistes émergents l'ont entourée dans l'aventure. Profondément touchée par la détresse humaine, elle refuse d'y rester insensible et veut donner une audience à nos concitoyens pour qui elle constate une certaine indifférence. Elle ressent donc la nécessité de donner la parole à quelques-unes des itinérantes qu'elle a rencontrées lors de ses recherches sur le terrain. Madame Clich ne dresse pas le portrait des femmes de la rue, mais rassemble plutôt les portraits des femmes qui ont dû vivre pendant une certaine période sans domicile. La conférence, ponctuée de la présentation de son documentaire, durera environ 1h15 et sera suivie d'une période de questions. Le tout devra se terminer vers 11h45. Nous vous demandons d'éteindre vos appareils électroniques, téléphones intelligents ou portables, pour ne pas déranger les gens autour de vous. Le comité organisateur demande aussi à toutes et à tous, élèves de tous les programmes, membres du personnel ou grand public, de demeurer présents jusqu'à la toute fin de l'activité. Notez que les élèves de sciences humaines qui quittent avant la fin ne verront pas leur présence comptabilisée. Nous vous remercions pour le respect de cette consigne. Nous vous demandons maintenant d'accueillir Mme Guylaine Clich. Bonjour. Je ne parlerai pas très longtemps. On va mettre l'extrait du documentaire qui va parler de lui-même. Puis après, on va aborder la problématique de l'itinérance des femmes. Pourquoi des femmes? Pourquoi je catégorise l'itinérance des femmes? C'est parce qu'il y a des différences, justement. Donc, et puis, je vous dis tout de suite, je n'ai pas été itinérante. Par contre, j'ai été monoparentale et j'ai été en contact avec la pauvreté, puis assez pour être capable d'en parler. Donc, bon visionnement. Nous apercevons un jeune homme étendu par terre en convulsions, le visage dans une flaque de vomi. J'appelle l'ambulance. Je suis la première et la seule personne à lui porter secours, même si la rue est bondée et que les terrasses sont surpeuplées. Certains ont même poussé le mépris jusqu'à lui jeter des pièces de monnaie dans son vomi. En attendant l'ambulance, je regarde les gens autour. J'ai honte de mon humanité. À partir de cette expérience, ma vision du monde a changé. Je suis très bien ici. J'ai trouvé ce petit appartement-là en regardant sur les journaux. Puis, ça semblait pas trop compliqué. Puis, quand je suis arrivée ici, bien, étant donné qu'à mon autre appartement, bien, j'avais passé 3 mois sans payer, tu sais. Puis là, je m'étais rattrapée, c'est-à-dire que je payais 100 par mois, là, 100 par mois, là. Puis, je n'avais pour un bout de temps de plus que mon loyer. Puis, c'est ça. Fait que quand j'ai eu cet appartement-là, elle était pas trop certaine qu'elle voulait me la louer. Elle voulait que mon frère signe que si je paye pas le loyer. Des fois, je restais carrément debout. Tout simplement, je dormais pas. J'attendais. Ou, quelquefois, j'allais m'asseoir sur un banc où est-ce que ça semblait pas beaucoup de monde. Puis là, je m'endormais là. L'hiver, j'étais plus... je sais plus exactement où je dormais. Moi, franchement, j'ai un peu oublié, mais je devais trouver des places. Un bout de temps, il y avait des places où est-ce qu'on pouvait aller la nuit, là. On avait une espèce de carton, là. On dormait là-dessus, donc c'était mieux que rien. On nous donnait un café, puis... Mais je regarde ça, je me dis, dans la condition dans laquelle j'étais, là, vraiment, je sentais pas bon, puis 2-3 jours sans me laver, pleine d'infections, puis... Mais ça n'a pas aucun sens de vivre comme ça. T'sais. Je me dis, je regarde ça, puis je dis, mais comment j'ai fait pour vivre de même, tu sais? Mais ça, je méritais pas de me faire ça, tu sais. Je méritais pas de me faire ça moi-même, de m'organiser de même, tu sais.
j'aurais au moins pu penser un petit peu, tu sais, dire, me semble, j'ai l'impression que je pensais dessus, je pensais pas, c'est de ma faute, c'est parce que la drogue avait une emprise sur moi, c'est quoi, tu sais, je sais pas, là. J'aimerais ça avoir quelqu'un, mais je tombe pas en amour comme ça, là. Moi, je suis méfiante, hein. J'ai eu 3 enfants, puis j'ai eu un avortement. Sauf que mes enfants, je voulais pas les rentrer dans mon milieu de vie. Donc, plutôt que les emmener avec moi, dès que je les ai mis au monde, je les ai remis entre les mains de la travailleuse sociale. Essayez donc de prendre soin de vous autres. Attendez pas d'avoir 40 ans, tu sais. Puis aimez-vous, prenez soin de vous autres, respectez-vous, faites des choses que vous aimez, profitez de la vie, tu sais, profitez du beau temps, profitez de tout ce qui passe, là. Des fois, c'était pas mal plus plaisant que de s'en aller, là, faire d'autres choses qui soient pas nécessairement positives, là. Oui, je suis une femme avant tout, avant même l'appellation transgenre. Mais l'appellation transgenre, c'est l'appellation scientifique pour ce que je suis. Puis moi, je me considère être une femme parmi l'éventail de sortes de femmes qui existent. Moi, c'est ça, j'allais virer complètement folle. Fait que j'ai vidé mon logement pendant la nuit. J'avais un travail que j'ai lâché du jour au lendemain. J'ai vidé mon logement pendant la nuit. J'ai fait une lettre à mon propriétaire comme de quoi que j'étais plus capable puis que j'allais virer. Puis je suis parti avec un pack-sac, ma guitare. Bye bye. Pour moi, la rue, ça a été comme... J'étais en train d'étouffer. Le système était en train de m'étouffer. Je pouvais pas être moi dans le système. En plus que je sentais que j'avais pas ma place comme personne, socialement, comment que le système fonctionne, j'adhérais pas du tout. J'adhérais pas. C'était mieux malade dans la rue que malade dans le logement, parce que malade dans le logement, je sais que j'étais sur le point de me mettre fin à mes jours. Tandis que dans la rue, tu reprends, t'es fouetté. Ton âme n'est plus capable de fonctionner dans le système qu'on a construit. Puis le fait d'aller dehors, tu te rapproches de la nature. Tu te rapproches des gens, tu es fouetté par la température, tu es fouetté par les changements, par la nature, tu es fouetté par les gens que tu rencontres, tu es fouetté par tout. Puis là, tu reprends un peu confiance que tu as ta place dans l'univers. C'est sûr que je pense plus du tout au suicide. Puis pourtant, tu sais, je vis des choses difficiles, plus difficiles que jamais dans ma vie. Exemple, une fille, bon, il y a des gens qui passent ici, une fille va passer, la fenêtre est ouverte, elle va crier « Crise de gay! » Crise de gay. Avec vos lois vides de repères, je suis la femme qui se donne des airs. C'est parce que moi, je viens de loin. Puis on dirait que je me promène avec un étiquette dans mon front à vie, l'itinérance. Pourtant, j'ai touché à ça 6 ans dans ma vie, mais maintenant, je suis arrivée d'une ville où je connais personne, puis tout le monde me dit « Hey, tu viens de Montréal, toi? » On dirait que j'ai l'itinérance en moi, gravée dans mon front, mais ça n'a pas rapport, c'est juste un être humain qui vient de Montréal, là. Mais avant, là, je ne tenais pas à personne tout, même pas à moi, t'sais. Moi, il était rendu à 18 ans quand moi, je suis partie. Mais moi, j'étais partie pour 2 semaines dans la rue. Ça a duré 6 ans, mon trip de bagage. Quand je suis arrivée dans mon appartement, là, les premiers 6 mois, là, à tous les jours, je voulais m'en revenir ici. Quand je souffre, puis je suis perdue dans la vie, je m'assieds, puis on dirait que je suis portée à me laisser mourir, mais en quelque part, sans le vouloir, là, tu sais, c'est comme quand t'as plus de... Pas d'espoir, mais... T'es là, puis qu'est-ce que tu veux, hein, tu sais. Ça fait longtemps que j'avais pas pris un temps d'arrêt pour femme. Je pense que ça m'est jamais arrivé dans ma vie de dire « OK, je m'en vais quelque part », puis on parle de... Même à la maison, je me maquille. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée.
Parce que tu penses pas à ça. À un moment donné, tu t'oublies, tu sais. T'as le goût d'être belle, mais pour toi, quand t'es dans la rue, t'es belle tout le temps ou t'es pas belle, tu sais. Fait que tu te dis fuck, tu sais. Ben, le monde te regarde, tu sois belle ou pas belle, t'es dans la rue, il te regarde comme si t'étais de la merde. Moi, je suis décidée, je le sais que je veux pas revenir ici. Fait que je l'ai faite, là, mon aventure de l'Arche perdue. Là. Je pense que j'ai vu de tous les bords, tous les côtés de ce que je voulais voir. Là. Aujourd'hui, je vous ai emmené ici au métro Joliette parce que c'était vraiment la première place que je suis venue, dans le fond, quand j'ai compris qu'il fallait que je quête pour pouvoir manger. La raison pour laquelle j'ai commencé à faire ça, c'est parce que dans ma famille, ça allait pas bien. Il n'y avait pas à manger suffisamment, puis on vivait la violence. Fait qu'à un moment donné, il a fallu, par survie, dans le fond, que je subvienne à mes propres besoins, à ma manière. J'ai craint pour ma vie, là, juste là. Tu sais, derrière cette fenêtre-là, je me revois, la scène qui m'a marqué le plus, j'étais en boule en dessous de mon lit, puis mon père était avec le couteau, puis il me criait qu'il allait me tuer, là. Je veux dire, tu sais, c'est ici que ça a été assez intense pour que je dise, OK, moi, pour ma vie, pour survivre, il faut que je quitte les lieux, là. Je veux dire, la personne qui est supposée de me donner de la sécurité puis de l'amour veut me tuer. Wow! En tout cas, c'est ça. Mais, c'est ça. OK. C'est beau. Donc, c'est ça, à 14 ans, on m'a replacée dans une famille et ça n'a pas fonctionné. Non, pour moi, ça a été même le coup de barre là, qui a fait « OK, je demande de l'aide, je la reçois pas, j'ai pas d'autre solution, je quitte, je prends mon sac à dos et je quitte parce que je veux survivre. » C'est dur de faire confiance parce qu'on est tous en mode survie. J'avais trop peur de dormir tout seul. C'est arrivé là, des nuits là, à cogner des clous assis sur un banc de parc parce que j'avais la trouille, là, vraiment. Je veux dire, t'as faim, t'as soif, t'es fatigué, t'as peur. C'est un autre monde. C'est un monde parallèle, là. Quand on m'a annoncé que j'étais enceinte, ce qui m'a surprise, c'est pas le test positif, c'est pas le « Madame, vous êtes enceinte », c'est qu'est-ce que j'ai ressenti ici. Ça a été une révélation pour moi. J'ai su, à ce moment-là, que j'étais une mère. Pas que j'allais, que j'étais à ce moment-là une mère, que j'allais m'en sortir, que là, je me retroussais les manches jusqu'ici aux épaules, là, puis que je fonçais. Dans le fond, si chacun fait sa part, on peut réussir à faire de quoi, tu sais. Il va arriver quelque chose. C'est possible. Je me suis assumée, puis j'ai dit... Dans le fond, je me suis dit quelque chose en moi-même. C'est vraiment ça que j'ai fait. OK, j'ai pas choisi mon passé, là, mais je vais choisir mon avenir. Croyez en vous. Croyez en vous. Il y a toujours de l'espoir. Soyons fiers de ce qu'on accomplit. On décroche peut-être pas la lune, mais chaque pas compte, chaque pas est important. Puis, je répète, il faut être fier de soi parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un qui va l'être pour nous. Il faut se donner la permission d'être fier de soi. Somewhere over the rainbow skies are blue. Somewhere over the rainbow dreams really do come true. Je me doute qu'il y a des questions déjà qui émergent dans vos têtes. Il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation, donc prenez-la en note, soit sur papier ou sur votre disque dur ici. Puis je vais revenir avec les réponses tantôt, étant donné qu'il faut circuler avec le micro. Donc, particularité de la vie dans la rue pour les femmes. Je voulais juste imaginer, exemple, les besoins essentiels comme uriner. Les gars, c'est pas bien compliqué, hein. Ils vont se trouver un buisson, une haie de cèdre, puis c'est réglé. Donc, pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué déjà en partant. Pour les femmes, de se retrouver seules en pleine nuit dans un parc sur un banc,
Bien, pour n'importe quel être humain, c'est menaçant. Pour un homme, il peut y avoir une problématique un risque d'être agressé, oui. Pour la femme, il y a probablement plus de risques qu'elle soit intimidée sexuellement si c'est pas violé carrément. Donc, déjà, la problématique s'accentue. Un homme dans la rue n'a pas de risque de grossesse. Une femme dans la rue, oui. Et l'homme qui la met enceinte, ben, il n'est pas nécessairement obligé physiquement, en tout cas, de poursuivre après. Donc, la problématique, elle est accentuée déjà parce qu'on est une femme. Et c'est amplifié quand on est soit transsexuel ou transgenre. Exemple, à Montréal, les refuges sont sexués, c'est-à-dire refuge pour femmes, refuge pour hommes. La transsexuelle va aller sonner à quelle porte? Transgenre va aller sonner à quelle porte? Donc, là, présentement, les refuges à Montréal et à Québec, ils travaillent là-dessus au niveau de l'accueil. Par contre, même s'ils sont accueillis tant chez les hommes ou chez les femmes, la problématique est là une fois rendus dans les salles communes, parce que quand tu es en refuge, tu n'es pas dans un motel avec ta chambre privée, là. Je veux dire, tu vis en cuisine commune, en salon commun, en dortoir. Donc, quand la transgenre arrive dans la chambre, dans le dortoir des femmes, ben, des fois, ça réagit. Puis il faut penser aussi que quand on est en situation d'itinérance, le niveau de stress est exacerbé. C'est à peu près le stress le plus intense que l'être humain peut vivre. Bon, je veux dire, on ne commencera pas à... Je dis à peu près le plus intense parce que c'est sûr que, mettons, un pays en situation de guerre ou, bon, il y a toutes sortes de situations où est-ce que l'être humain va être exposé au stress. Mais rien n'empêche que dans notre société nord-américaine, se retrouver sans domicile, laissé à soi, dans la rue, en état de survie, c'est à peu près le plus grand stress qu'un être humain peut vivre. Donc, quand tu es transgenre, transsexuel, que tu te retrouves dans un climat d'intolérance parce que tout le monde est archi anxieux, stressé par les conditions de vie qu'ils ont, ben le seuil de tolérance à leur égard est moins grand. Les problématiques de santé mentale, de consommation sont exacerbées. Souvent, dans les questions que les gens me posent, c'est « Qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu la drogue qui jette le monde à la rue ou vice-versa? » Ce que j'en pense, c'est que je vous demanderai pas de lever la main, là, mais je pense que tout le monde ici connaît au moins une personne qui a eu recours à des médicaments pour gérer le stress, des antidépresseurs. Je viens de vous dire que quand on se retrouve à la rue, c'est à peu près le plus grand stress que l'être humain peut vivre dans notre société nord-américaine. Donc, ces gens-là iront pas chez le médecin à la clinique sans rendez-vous pour pleurer dans le bureau du médecin à dire « Docteur, je file pas, j'ai besoin d'aide ». Ils iront pas chercher une prescription pour gérer leur stress. Ils vont prendre ce qu'ils ont à portée de la main pour arriver à dormir, pour arriver à oublier leurs conditions de vie épouvantables. Et qu'est-ce qu'ils ont à la portée de la main? Ben, de la drogue et de l'alcool. Bon, puis on le sait, il y a certaines drogues qui vont déclencher un état de dépendance hyper grand, très rapidement. Et là, ben, on est entré dans le cercle vicieux. Puis pour s'en sortir, ben ça se fait pas comme ça, là. Même au niveau de la santé globale, quand il est question d'aller chez le médecin, ça peut être problématique. Parce que souvent, les gens n'ont plus leur carte d'assurance maladie, n'ont plus leur carte d'identité. Il y en a qui sont en fuite et qui veulent pas être repérés. Donc, de se ramasser chez le médecin va faire en sorte qu'ils pourraient être repérables. Alors, il y a des gens qui vivent avec des engelures, avec des infections, parce que, bon, quand on consomme par injection, souvent, les bras se ramassent avec des abcès épouvantables. Alors, ça aussi, c'est une problématique. Par contre, les organismes en sont conscients et c'est pour ça qu'il y a des gens qui circulent
surtout dans les grands centres, pour faire de la distribution de matériel stérile au niveau de la consommation, des seringues et tout ça, distribution de condoms. Et il y a aussi des organismes qui accompagnent les gens de la rue pour récupérer une carte d'assurance maladie pour accéder à des soins de santé. Mais il est quand même pas rare que des gens dans la rue aient des engelures assez graves là, pour perdre un orteil ou des choses comme ça, là. Au niveau du profilage social, je ne sais pas si vous savez ce que signifie le mot, ce que signifient les mots profilage social, c'est-à-dire c'est une forme d'intimidation que les gens dans la rue subissent. Tantôt, je ne sais pas si vous avez vu, Lynn a accumulé plus de 50 000 $ de contraventions. C'est pas des excès de vitesse en voiture, là. Les contraventions qu'elle a reçues, c'est des contraventions parce qu'elle traînait dans un parc en dehors des heures permises. Des fois, elle avait besoin de se déplacer dans la ville. Elle a volé, elle a passé par-dessus la barrière du métro, des choses comme ça. Où est-ce qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes, et puis le restaurateur appelle la police parce qu'elle rentre aux toilettes du restaurant, des choses comme ça. Et ça va très vite, là. Puis comment vous pensez qu'elle peut payer 50 000 $ de contravention? Je veux dire, moi, j'ai de la misère à payer mes prêts étudiants, là. Puis je travaille, puis je suis fonctionnelle. Alors, c'est une réalité. Et au-delà de ça, dernièrement, je suis allée à la Ville de Québec faire une distribution à la maison L'Aubrivière. Et puis, on est allé aussi dans les rues distribuer. Je vais vous expliquer tantôt ce que je distribue quand je vais dans la rue. Mais tout ça pour vous dire que il y a... Je veux dire, je suis toujours allée à Québec comme touriste, dans le Vieux-Québec, mais j'ai toujours été consciente que l'itinérance existait. Puis je me disais, ben voyons, c'est bizarre, hein? On vient à Québec, puis il n'y a pas personne qui quête dans la rue. Tu sais, à Montréal, tu te promènes sur la rue Sainte-Catherine, tu te promènes sur la rue Saint-Denis, puis il y a du monde qui quête un peu partout, puis tu les vois, les itinérants. Puis à Québec, je me disais, bizarre, on ne les voit pas. Puis pourtant, parce que l'extrait que vous avez vu, il vient avec un livre que j'ai écrit. Et ce que j'ai écrit n'est pas sorti de ma tête. J'ai lu énormément sur les travaux qui ont été faits, les travaux universitaires au sujet de l'itinérance. Puis j'ai lu des statistiques. Et à Québec, il y a même plus de femmes qu'à Montréal qui sont sans domicile. Alors je me disais, ben c'est bizarre qu'on les voit pas. Quand je suis allée faire ma distribution avant Noël, j'ai compris pourquoi. Les rues de Québec sont nettoyées. Donc, on fait du profilage social énormément dans la ville de Québec. On en fait partout. Okay? Je ne veux pas pointer Québec plus que toutes les autres villes, mais là, je me demandais comment ça qu'on ne les voyait pas. Je sais pourquoi. Les gens peuvent même recevoir des contraventions pour avoir jeté un mégot de cigarette dans la rue. Puis c'est des contraventions de quelques centaines de dollars. Donc, on les repousse dans les raccoins de la ville où est-ce qu'ils ne seront pas perçus par les visiteurs et les touristes. C'est le profilage social. Donc, des fois, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est la réalité. Donc, comme je vous expliquais, la vie en refuge, c'est pas simple. Je ne sais pas, à Victoriaville, si vous avez refuge, sûrement qu'il y a des ressources pour les personnes dans le besoin. Souvent, ce qui arrive, par contre, c'est que la population itinérante va migrer vers les grands centres. Montréal est peut-être plus facile à vivre pour l'itinérance, entre autres grâce à son réseau de transport souterrain. Généralement, les refuges, à 8h30 le matin, les gens doivent quitter. Donc, ils se font réveiller le matin, prennent une douche, mangent, doivent quitter. Qu'il fasse moins 30 ou plus 30, il faut s'en aller. Entre autres, à cause du manque de ressources. Donc, il n'y a pas toujours les intervenants présents sur place pour poursuivre la journée avec eux. Et c'est ça, ils doivent quitter. La problématique qui se rajoute pour les femmes, c'est qu'une femme avec des enfants n'aura pas accès au refuge d'urgence. Les seuls refuges qui vont accueillir les femmes, ce sont les refuges, les femmes avec enfants,
ce sont les refuges pour femmes victimes de violences. Souvent, les refuges pour femmes victimes de violences vont faire une entorse à leur vocation et accueillir des femmes en problématique de logement avec leurs enfants, même si ce n'est pas des cas directement liés à la violence conjugale. Par contre, il n'y a pas toujours de la place. Moi, j'ai vu à Montréal, justement quand j'ai fait le tournage, là, les femmes font la file à partir de 3-4 heures de l'après-midi. Les portes ouvrent vers 5 heures, vers 4-5 heures, ça dépend du refuge. Puis quand c'est plein, la porte ferme. Puis quand c'est plein, c'est parce que c'est plein, là. L'hiver, ils mettent des cartons dans les corridors, ils mettent des cartons dans les cafétérias pour héberger le plus de monde possible. Et aussi, c'est sûr, quand les gens sont intoxiqués, ça demande une gestion supplémentaire pour les intervenants. Donc, ils ne peuvent pas toujours laisser les gens rentrer pour dormir quand ils sont intoxiqués. Puis là, je vous le disais tantôt, souvent les gens vont s'intoxiquer parce que c'est à peu près le seul moyen qu'ils ont d'engourdir leur problématique. Par contre, il y a des refuges qui vont les accueillir quand même, comme à Québec, l'Aubrivière, ils ont une salle de dégrisage qu'ils appellent. Donc, les gens peuvent aller là, ils se couchent, puis quand ils ont fini de cuver leur vin, quand ils sont corrects, là, ils peuvent se laver et s'en aller, mais au moins, ils ont dormi au chaud. À Sherbrooke, moi je suis originaire de Sherbrooke, il y a aussi dans le refuge des lits sous surveillance. Donc ils les laissent pas rentrer dans les salles communes, mais ils ont quand même accès à la chaleur et à un lit. Donc il y a des refuges qui peuvent les accueillir, mais quand la population est trop grande, ça demande trop de gestion, bien souvent ils sont laissés dehors en état de consommation. Je ne suis pas très bonne avec le temps, donc je vais regarder. On est correct. Hein? Et même qu'on est très en avance, c'est bon. OK. Alors, comment on peut intervenir en tant que citoyen? C'est sûr, quand on regarde ça, on peut se sentir impuissant. Puis souvent aussi, on s'imagine, bon, Catherine le disait, hein, c'est un monde à part, l'itinérance, mais faites attention, c'est pas si loin de nous que ça, l'itinérance. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, il y a tellement de gens qui sont venus me voir pour me dire, moi j'ai vécu ça, l'itinérance. Puis des fois, j'étais comme, hein, t'as vécu l'itinérance? Qu'est-ce que tu dis là? Ben, c'est fréquent des gens qui vont pas avoir d'adresse, squatter sur des divans, squatter chez des amis. Puis ça, ben ça veut pas dire nécessairement que tu vas te ramasser dans la rue quand tu vis ça, mais c'est quand même quelque chose qui arrive. Et il y a beaucoup de gens qui le vivent ou qui l'ont vécu ou qui connaissent des gens qui l'ont vécu. Donc, c'est une forme d'itinérance. Ce qui arrive avec les gens qui se ramassent dans la rue, souvent, c'est qu'ils vont user leur réseau. Je veux dire, tu peux être hébergé chez des amis pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, ça me surprendrait. Donc là, à un moment donné, tu changes de place. Puis tu changes de place encore. Et, tu sais, à un moment donné, ton réseau, il est usé. Et si en plus, il y a une problématique de santé mentale ou de consommation qui s'ajoute, ben là, je veux dire, les gens peuvent être moins tolérants à ton égard. Et puis oui, à un moment donné, tu peux te ramasser à la rue. Justement, parlant de problématiques de santé mentale, tantôt je vous disais, bon, quelqu'un qui se ramasse à la rue est exposé à un stress intense, va trouver les moyens qu'il y a pour gérer ce stress-là. Souvent, bon, je dis un chiffre, mais il ne faut pas s'arrêter sur le chiffre. Selon les études, il y aurait à peu près 80% des femmes sans domicile fixe qui sont en problématique de santé mentale. Juste de gérer la médication, d'accéder à la médication, c'est un problème. D'accéder à un médecin, même quand tu as un domicile, c'est difficile. Alors, quand tu es en problématique, tu bouges, que tu peux pas, je veux dire, tu n'as pas de stabilité, de gérer ta médication, c'est problématique aussi.
quand tu rajoutes le niveau de stress qui augmente, ça fait qu'on se ramasse, oui, avec des gens en difficulté de santé mentale à la rue. Et ça fait aussi une population qui va être difficile à garder calme quand on est en refuge, par exemple. Parce que, il y a une problématique qui s'ajoute, celle de la santé mentale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen? Je veux dire, à moins d'être très riche et très généreux et dire, moi, je finance les organismes, parce que les organismes, ils ont quand même de bonnes structures, ils ont souvent des employés très dévoués qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme moyens. Là-dessus, on peut pas chialer. Cependant, on est tous au courant des coupures budgétaires. Il y a des gens qui dénoncent les coupures budgétaires et qui le font très bien. On le lit dans les journaux et tout ça. Donc, moi, comme citoyenne, étant donné que c'est déjà dénoncé, on le sait, j'ai décidé de mettre les 2 pieds dans mes bottines puis de faire quelque chose. Puis faire quelque chose, pour moi, entre autres, de faire le livre, de faire le documentaire, c'était de passer à l'action pour informer les gens. Parce que même, il y a des gens qui me disent « Hein, ça existe, ça, des femmes itinérantes? » Ben oui, ça existe, mais souvent, c'est une itinérance cachée. Souvent, la femme, elle va accepter un échange de services contre un divan pour dormir. Services sexuels, services domestiques, ou va tolérer des situations de violence parce que pour elle, le fait d'être violentée est un moindre mal comparé à dormir dehors ce soir. Donc, c'est une itinérance qui va être cachée souvent, ou bien la femme va tolérer l'intolérable pour pas se ramasser à la rue. Alors, ce que je fais comme citoyenne impliquée, je ramasse l'argent Canadian Tire. Ça me protège du fait que les gens pourraient dire je ramasse de l'argent puis je mets ça dans mes poches. L'argent Canadian Tire, c'est comme de l'argent Monopoly. Il y en a qui mettent ça même dans leur bac de recyclage. Mais avec ça, je fais de petits miracles parce que j'achète des sacs de couchage, des chaussettes, des tuques, des mitaines, des cache-cous. Et le Canadian Tire, où est-ce que j'achète les choses, il nous laisse la marchandise au prix coûtant. Donc, j'ai beaucoup de gens qui nous supportent. Je dis nous parce que j'ai des bénévoles autour de moi qui me suivent dans ce projet-là. Et c'est ça. Entre autres, je ramasse l'argent Canadian Tire et je redistribue dans les rues. Et là, quand je dis je redistribue dans les rues, il faut faire attention parce que, comme je vous expliquais, on se ramasse avec des gens avec une problématique particulière et on est avec des gens en mode survie. Donc, si votre meilleur ami est en train de se noyer dans un lac d'eau glacée, ça ne veut pas dire que de sauter à l'eau pour aller le sortir, c'est la solution. Il faut rester vigilant. C'est un peu la même chose quand on se ramasse dans la rue. Quand j'ai tourné le documentaire, j'allais pas me promener avec le Nikon accroché dans le cou, en dessous des ponts pour aller donner des barres de chocolat aux itinérants. Je veux dire, à un moment donné, il faut rester vigilant. Quand je vais dans la rue, j'ai une fille qui m'accompagne bénévolement, qui a travaillé dans les refuges pour itinérants, qui connaît la clientèle, qui est capable de dealer avec ces gens-là. Puis moi, je fais ce que j'ai à faire. Je jase avec eux, je leur donne ce que j'ai à leur donner. Donc, j'achète des choses avec l'argent Canadian Tire. Je ramasse des lunettes de lecture. Là, vous autres, c'est pas votre réalité, la plupart d'entre vous, mais quand on passe 40 ans, souvent, ça nous prend ça pour être capable de lire un livre. Dans mon livre à moi, nourrir le corps, le vêtir, donner une place pour dormir, on va garder le corps vivant, mais à mon sens, pour garder l'humain vivant, il faut nourrir son intellect. Si tu n'as plus accès à la lecture, puis que tu n'as pas le câble, tu n'as pas accès à la télévision, que tu n'as pas accès au cinéma, que tu n'as pas accès à Internet, tu n'es plus stimulé intellectuellement. Tout ce que tu fais, c'est garder ton corps vivant. Donc, pour moi, c'était important que les gens continuent d'avoir accès
à la lecture, soit dans les journaux, les livres et tout ça. À Montréal, il y a un organisme qui se promène avec des livres, qui distribue des livres aux itinérants. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent dans leur journée à part quêter? Ben là, maintenant, ils peuvent lire. Donc, moi, je me promène avec un sac à dos plein de lunettes. Puis, quand je leur demande, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? T'as-tu faim? T'as-tu soif? Puis, quand je leur dis, t'as-tu besoin de lunettes? Ils sont tellement contents, là. Je veux dire, les gars des lunettes roses, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est lire. Puis, ils sont vraiment reconnaissants de ça. Donc, lunettes de lecture. C'est sûr, je ramasse pas des lunettes avec prescription parce que je veux pas leur briser les yeux. C'est des lunettes vraiment qu'on achète à la pharmacie pour la lecture. Puis pour moi, je trouve que c'est très important que ces gens-là puissent continuer d'être stimulés intellectuellement. Et entre autres, justement, d'être stimulés par la lecture, je ramasse des lettres d'encouragement que je redistribue dans la rue, dans les refuges. Et les étudiants, je suis certaine, les étudiants de Catherine, je ne sais pas si tous les étudiants en sciences humaines, vous serez appelés à écrire une lettre d'encouragement. Ça aussi, les gens dans la rue, quand je distribue, ils sont contents. Exemple, cet été, je débarque en plein mois de juillet à Montréal, et puis Serge, qui est couché dans son sac de couchage sur le trottoir, puis j'arrête avec ma voiture, j'ai plein de choses dans mon auto, puis je dis salut, il y a des gens qui m'ont donné des choses pour que je les redistribue à des personnes qui en ont besoin. J'avais des Gatorade, des barres de chocolat, tout ça. Donc, je sors tout ça, il est super heureux. Et puis, là, à un moment donné, je dis, as-tu besoin de lunettes, Serge? « Ah, t'as ça, toi? » Bien sûr, j'ai ça, des lunettes. Puis là, on commence à essayer des lunettes. Puis, je dis, ben là, il faut que tu les essayes, tes lunettes. Fait que j'ai sorti une lettre d'encouragement, puis j'ai dit... il y a quelqu'un qui a écrit ça pour toi. Puis là, moi, je suis un petit bonhomme. Lui, il est couché dans son sac de couchage, puis il lit le mot d'encouragement. J'ai vu toute la physionomie de son visage se transformer. Je veux dire, quand c'est la pire journée de ta vie, là, qu'est-ce qui fait du bien? C'est de recevoir un petit mot gentil de quelqu'un qui prend le temps de te dire, j'ai pensé à toi aujourd'hui, tu sais. Puis, il faut pas s'imaginer qu'il faut aller dans un grand centre, se promener dans la rue pour faire une différence chez les gens. Moi, c'est bien beau tout ça, là, ce que je fais. Puis là, je suis rendue dans un cégep en train de parler de mon projet. Mais quand je suis chez nous, je regarde ce qui se passe autour de moi. Puis, je suis celle qui va prendre le téléphone puis qui va appeler régulièrement, surtout quand je sais que quelqu'un traverse une période difficile, pour dire « Hey! » Comment tu vas aujourd'hui? Ça fait longtemps, il me semble qu'on ne s'est pas parlé. Donne-moi donc tes nouvelles, tu sais. Donc, ça commence autour de soi, le rayonnement. Ça commence dans notre environnement. Puis si chacun prenait le temps de faire ça, il y aurait bien moins de misère dans le monde, là. Donc, tu sais, j'arrive avec mes beaux grands projets, lettres d'encouragement, la fille descend dans la rue, distribue ses lettres. Oui. Mais je le fais dans mon entourage aussi. Donc, ce que j'invite les gens à faire, c'est de regarder autour d'eux. Puis aussi, des fois, il y a des précurseurs. Tu sais, on va être alerte si quelqu'un donne des signes de suicide, par exemple. Il faut aussi être alerte si quelqu'un donne des signes d'itinérance probable. Donc, des fois, ça prend un petit coup de pouce pour éviter que ça arrive. On peut travailler en prévention. Donc, en prévention, ce que j'ai aussi comme démarche, je fais signer une pétition qui va circuler tantôt durant la période de questions, adressée à la Régie de l'énergie. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'hiver passé, il a fait très froid. Et quand j'ai reçu mon premier compte d'électricité, je me suis dit, « Eh boy! » Il y en a combien qui ne seront pas capables de le payer, ce compte-là, cette année? Moi, j'ai été capable de le payer, mais c'est sûr qu'il y a un paquet de monde qui a subi des interruptions d'électricité. Donc là, ces gens-là sont en logement, en difficulté financière, n'ont plus le service d'électricité. Puis là, il y a des gens qui me disent, « Ben non, ça a l'air qu'ils n'ont plus le droit de couper l'électricité. » Oui, ils ont le droit de couper l'électricité à partir du 15 mars.
Mais là, cette année, en tout cas, Sherbrooke, ils ont été bons joueurs. Ils ont attendu au 1er avril pour couper parce qu'il faisait encore moins 30 le 15 mars. Mais qu'est-ce que vous pensez qui arrive quand, exemple, une petite mère de famille avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants dans son logement, souvent des logements mal isolés, souvent des logements mal chauffés, reçoit un compte d'électricité comme ça, peut pas le payer. Le gars qui coupe le courant vient pas voir combien il y a d'enfants dans la maison avant de couper. Il fait ça dehors, il coupe, puis il s'en va. Ça sera pas trop long que la DPJ va débarquer. Parce que, je veux dire, là, si, mettons, il y a un petit bébé qui marche à 4 pattes dans cet appartement-là, je veux dire, les conditions ne sont plus salubres. On n'a plus les logements conçus pour vivre pas d'électricité comme il y a 100 ans, là. Donc là, la DPJ qui débarque, quelle autre raison cette femme-là aurait de garder son logement si elle appuie ses enfants? Elle va laisser son logement. Si elle n'a pas l'argent de payer le compte d'électricité puis qu'il n'y a personne autour d'elle qui peut venir l'aider, elle va laisser son logement. Donc, de signer cette pétition-là, je l'ai envoyée à la Régie de l'énergie l'année passée. Ils m'ont répondu à grands coups de numéros de loi, comme quoi les lois sont respectées, mais moi, je ne lâcherai pas le morceau. Pourquoi travailler à sortir les gens dans la rue quand il faut les sortir de la rue s'ils veulent, évidemment, mais si on peut prévenir, si on peut éviter que les gens se ramassent à la rue, c'est bien plus facile que de les récupérer en morceaux quand ils sont exposés à tout ce que je vous ai expliqué tantôt. Donc, tantôt, cette pétition-là va circuler. Je vous invite à la signer. Je crains qu'il n'y ait pas assez de lignes parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde à la conférence ce matin. Si on manque de lignes, signez au verso. N'hésitez pas. Puis s'il faut que je mette le reste de ma vie à faire changer ça, je vais le faire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Hydro-Québec, c'est une société d'État. Ça a été mis en place dans les années 60 pour que les Québécois puissent s'autosuffire en énergie et financièrement. Parce que c'est une ressource québécoise, une des plus grandes ressources au Québec, l'électricité. Alors c'est illogique, à mon sens, qu'on coupe l'électricité à des familles en difficulté et inévitablement, on les met dans des... Puis en plus, pour récupérer l'électricité, en plus de payer le compte, les gens doivent donner un dépôt. S'ils n'ont pas l'argent pour payer le compte, ils n'ont pas l'argent pour payer le dépôt. Donc, c'est illogique. Puis bon, moi, je suis juste une citoyenne, mais je me dis qu'ensemble, si on se mobilise, on pourrait finir par faire une différence. Si vous tricotez dans la vie, ça m'intéresse. Donc, j'ai des centres de femmes qui s'impliquent, qui regroupent des femmes, qui tricotent ensemble en se berçant puis en placotant. Puis moi, je récupère ce que ces femmes-là ont tricoté et je distribue dans la rue. Puis il me semble que le foulard tricoté par quelqu'un qui le fait consciemment, maille par maille, n'a pas la même... il me semble que c'est plein d'amour, que c'est pas pareil. Mais tout ça pour vous dire que je mets à contribution des femmes qui se sentent utiles en tricotant. Je dis des femmes, les gars aussi, vous pouvez tricoter. Là je fais un peu de stéréotypes. Là. Mais donc, c'est ça. J'ai aussi un projet de tricot. Je ramasse de la laine et je ramasse les produits tricotés par les gens qui tricotent. Je redistribue. Je suis en train de mettre sur pied une organisation. J'ai une amie avant Noël qui m'a dit, parce que moi, je vous signale que je suis encore étudiante à l'université. Ça fait 10 ans que je rentre à l'université, que je ressors parce que j'ai plus d'argent, que je rentre à l'université, que je ressors. Là, je suis en train de finir, là. Il me reste 2 cours. Pourquoi je ressortais parce que j'avais plus d'argent? Parce que je nourrissais 3 enfants. Je sais pas s'il y en a qui sont sur les prêts et bourses ici. Je vous laisse imaginer ce que c'est quand les 3 gars ont poigné l'adolescence. Là. Mes enfants aujourd'hui ont 27, 25 et 19 ans. Ils sont tous partis en appartement. Je
je peux dire mission accomplie. Ça n'a pas été facile tout le temps. Donc, avant Noël, j'ai une amie qui m'a dit « Guylaine, ça n'a pas de bon sens, tu ne peux plus porter tout ça sur tes épaules toute seule. » Je dis « Oui, OK, je le sais, mais là, j'ai généré un monstre, tellement c'est gros mon affaire, il faut bien que je continue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Ben, elle me dit « Ça te prend du monde? » Je dis « Ben, j'en ai du monde autour. » Non. Ça prend du monde qui s'occupe de ce que tu fais pour que toi, tu continues d'en parler. Donc, présentement, c'est pas officiellement lancé, mais en tout cas, si vous voulez, vous me laissez votre courriel. Il y a aussi des feuilles qui vont circuler pour laisser votre adresse courriel. On recrute des gens qui veulent s'impliquer. Il y a des comités qui vont être formés pour prendre en charge chacun des volets. Donc, le volet tricot, volet argent canadien Tower, volet lunettes, volet pétition à la Régie de l'énergie. Donc, il y a des comités, pour l'instant, je dis provinciaux, parce que je me promène partout au Québec, anyway. Et avec Internet aujourd'hui, même si les gens sont à distance, on peut interagir facilement. Donc, il y a des comités qui vont être formés pour que ça grandisse, que ça repose plus sur mes épaules à moi toute seule. Au départ, le projet était tout petit. Je veux dire, mon fils, qui a aujourd'hui 19 ans, était au secondaire. Il y avait un projet de vidéo à faire. Puis j'ai dit, ben qu'est-ce que tu dirais qu'on aille dans la rue rencontrer des itinérants? Puis ça a commencé de même. J'ai commencé à lire là-dessus. Et quand j'ai vu les conditions de vie des femmes itinérantes, ça m'a percutée. Et c'est là que j'ai commencé un peu... compulsivement, quasiment, là, à lire, puis à dévoiler ce qu'il y avait là, puis à dire, ben wow, il faut qu'on en parle. Il faut que les gens sachent ce qu'il y en est pour vrai. Puis une fois qu'on en parle, c'est bien beau, mais il faut aussi passer à l'action. D'où la raison des comités qui vont être mis en place. J'ai pas mal fait le tour. Je regarde l'heure. On est une dizaine de minutes plus tôt que prévu pour la période de questions, mais on va quand même, je pense, y aller avec la période de questions. Ça devrait générer... C'est bon? Je vais mettre en circulation la pétition et les feuilles pour ceux qui veulent donner leurs coordonnées. Ça serait important que ça ne reste pas sur un banc, s'il vous plaît, juste s'assurer que ça circule. Donc, je vais être disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Donc, moi puis Louis-Pierre, on va faire circuler les feuilles, puis on va passer les micros. Vous avez juste à lever votre main pour ceux qui ont des questions. On va passer avec le micro. Merci. Oui, c'est ça. Monter l'éclairage. Bonjour Madame Clich, je suis ici. Allô? D'abord, bravo pour tout ce que vous faites, vos initiatives. Je pense que ça a vraiment sa place. Vous parliez que beaucoup d'itinérants vont vers la voie de la drogue, l'alcool, tout ça. Et ce matin, justement, dans l'actualité, j'entendais que à Québec, il y a un projet d'ouvrir une possible piquerie. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent ben moi, je veux pas de piquerie dans ma cour? Je pense que les gens qui disent ben moi, je veux pas de piquerie dans ma cour, il va y avoir une piquerie quand même. Ben, elle va juste être pas contrôlée. Ça, c'est mon opinion. Je fais attention, là, je tourne ma langue avant de parler. Oui, c'est correct, prenez le temps. Je pèse mes mots. Si on interdit la piquerie... Non, on va recommencer. Si on a eu l'idée de mettre une piquerie, c'est parce qu'il y a du monde qui se pique. On s'entend là-dessus. Si les gens se piquent et que c'est pas supervisé, ils se mettent en danger et ils mettent encore plus en danger l'environnement social, à mon avis.
Donc, s'il y a une pécrie, il y a un contrôle. Il y a un contrôle, on sait que les seringues sont stériles. Je vous dis, là, il y a une problématique d'hépatite hallucinante chez la population itinérante, là. Puis ça, c'est une maladie qui paraît pas tout le temps. Les prostituées qui se piquent portent, transmettent parfois à leurs clients. Et je veux dire, le citoyen n'est pas à l'abri là, parce que je veux dire, il se pique pas là. Donc, à mon sens, d'avoir une pécrie, c'est sûr que tu mets pas ça à côté d'une école primaire ou d'une école secondaire. Mais je pense que c'est bon que socialement, on ait un certain contrôle de la situation. Pour la santé publique, finalement. Exactement. D'accord. Merci. Bienvenue. Bonjour, moi ma question abonde à peu près dans le même sens. On avait vu dans l'actualité, ça fait 1 an ou 2, à Montréal, il y avait un magasin qui avait mis des pics en avant de ses fenêtres parce que dans le fond, les immigrants couchaient là. Je comprends que la tolérance est moins élevée envers les immigrants que vers, mettons, d'autres types d'individus, mais est-ce que c'est pousser le bouchon trop loin, ça? De mettre les pics? Bien, de mettre les pics devant des commerces, justement. Ouais. Bon, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, OK? C'est sûr que la population itinérante dans un secteur commercial pourrait être problématique. De là à mettre des pics, je suis pas d'accord avec ça, évidemment. Mais c'est sûr que quand on circule à Montréal, quelqu'un qui a un beau petit magasin, puis je veux dire, qu'il y a quelqu'un qui quête, puis tu sais, là, j'ai l'air, bon, l'altruisme qui prend les itinérants, qui les porte dans leur cœur, oui. Sauf que je me suis déjà fait sacrer après, pendant que j'étais en train d'ouvrir mon portefeuille pour donner du change à un gars, parce qu'il voyait mon 5$, puis qu'il voulait pas mon 2$. Je l'ai pas pris personnel, j'ai affaire à quelqu'un qui est en état de survie. Sauf que quand tu es commerçant, puis que tu as du monde de même en avant de ton commerce, ça peut être dérangeant. Ça peut nuire à tes affaires, c'est vrai. Donc, je suis contre les pics devant les commerces parce que je pense pas que ce soit la solution. Mais je suis capable de me mettre dans le pot du commerçant aussi. Alors, il y a peut-être d'autres approches à privilégier. Tu sais, quand c'est rendu que les itinérants peuvent plus être dans un parc X, à Québec, c'est le même. Là. Il y a des parcs où est-ce que même le jour, ils peuvent pas être là. Mais si tu veux qu'ils aillent, ils vont se ramasser justement dans les rues passantes. J'ai pas de réponse claire. Je sais pas ton nom, excuse-moi. C'est Olivier, mon nom. Comment? Olivier. Olivier. Tu sais, je peux pas, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est difficile à répondre ce que tu me dis là, mais quand j'ai vu passer ça sur Facebook, parce que je veux dire, je suis sur Facebook puis je vois passer ces choses-là, j'ai réagi. Puis quand M. Coder a fait enlever les pics, je l'ai applaudi. Mais en même temps, je suis capable de comprendre la problématique du commerçant aussi. Merci pour ta question. Allô? Allô? Moi, j'ai une question. Je me demandais si ça arrivait souvent que vous tombez sur des personnes qui veulent pas d'aide, puis pourquoi? Oui, ça arrive que des gens veulent pas d'aide. Moi, quand je fais des distributions et que je circule, ce que je fais, c'est que je demande, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Donc, j'arrive pas en disant, voici, je sais ce qui est bon pour toi. Je demande, je peux-tu faire quelque chose pour toi? T'as-tu faim? T'as-tu soif? Puis souvent, dans mon sac à dos, j'ai des bouteilles de jus, des barres tendres, des barres de chocolat, du fromage, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut donner à une personne itinérante? Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ben moi, j'ai pas le goût de donner de l'argent, je sais qu'il va aller s'acheter de la drogue avec ça. OK, c'est légitime, mais tu peux avoir des barres tendres dans tes poches, des choses comme ça.
Des fois, je mange quand je travaille, puis je vais dîner, mon dessert est inclus, puis j'ai pas faim pour le manger. Ben je sais, l'autre bord, le gars est en train de quêter, là, ben je traverse la rue, puis je vais lui donner mon dessert. Je veux dire, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Quand il y a des réseaux de transport en commun, on peut donner des billets d'autobus. Ils ont besoin de se déplacer, ces gens-là. À Montréal, il y a l'itinéraire, entre autres, qui offre des repas à rabais, genre 2-3 $. On peut acheter des cartes repas. On peut donner des cartes repas. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Mais là, je sais que je m'éloigne de la question. Donc, la question, oui, il y a des gens qui refusent l'aide. Il y a des gens qui sont, je veux dire, l'estime de soi rentre en dessous du tapis, puis encore là, tu n'as même plus de tapis parce que tu n'as plus de maison. Je veux dire, tu n'as plus d'estime personnelle quand ça fait un certain temps que tu es dans la rue. Alors, de te faire offrir de l'aide, ça te ramène un peu il y en a qui vont réagir à leurs problématiques avec orgueil, puis c'est comprenable. De dire, non, c'est correct, je suis correct. Puis l'autre affaire aussi que j'ai constaté quand j'allais à Québec, j'avais des sacs de noix. La population itinérante était relativement âgée, c'est-à-dire peut-être 50 ans. Il avait l'air de 60-70 parce que la vie dans la rue, je veux dire, ça magane. Puis je pouvais pas leur donner mes noix, il n'y avait plus de dents. C'est comme, à un moment donné, tu sais, j'arrivais avec mon sac de noix, puis je me disais, ben je peux pas, j'ai plus de dents. OK. Puis là, à la fin, je disais, excuse, t'as-tu encore tes dents, tu sais? Puis là, ben, c'était très ça, c'était à la fin de la conversation que je faisais ça, là, mais quand même. Tout ça pour vous dire que c'est une autre réalité. Ces gens-là n'ont pas un moyen d'aller chez le dentiste, puis ils se brossent pas les dents matin et soir. Donc, on se ramasse avec une autre problématique. Dans le fond, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, merci. Kanté, je salue tout ce que vous faites pour ces personnes itinérantes, mais ma question est celle-ci. Quelles sont les dispositions prises par la société ou bien par les services publics pour aider ces personnes, une fois casées, une fois en appartement, à court et à long terme? OK. Merci. On a des refuges d'urgence. Ces refuges-là, il y a un certain nombre de nuits limitées selon le refuge où est-ce que les gens débarquent là, peuvent dormir en état d'urgence. Et il y a beaucoup de refuges de transition aussi. Il existe aussi des appartements supervisés. Donc, les gens peuvent obtenir un appartement avec un accompagnement pour leur aider à se reprendre en main, à gérer leurs affaires, à gérer leurs revenus, afin de maintenir le logement. Donc, il y a beaucoup quand même d'énergie socialement qui est déployée à la réinsertion. Mais souvent, quand on se ramasse à la rue, c'est pas une montée en flèche. C'est un parcours qui est semé de rechutes quand les gens sortent de la rue. C'est un parcours où ça peut être une rechute soit de consommation ou de toutes sortes. Mais c'est un long processus. C'est pour ça que je mets tant d'importance sur le fait d'aller en prévention, d'essayer d'éviter que les gens se retrouvent à la rue plutôt que d'essayer de les sortir une fois qu'ils sont rendus. Par contre, ces ressources-là subissent des coupures budgétaires majeures. Et par exemple, à Sherbrooke, le refuge d'urgence devra fusionner avec le refuge transitoire pour hommes dans les mêmes murs. Donc, si on calcule bien, si le refuge d'urgence fusionne avec le refuge transitoire, on rapetisse l'espace. En rapetissant l'espace, on rapetisse le nombre de places. Puis ça a un effet domino, ça a un effet direct sur la ressource. Donc la ressource est maintenue, mais réduite. C'est ce qu'on vit comme réalité socialement. Puis, là, 50 ans, 60 ans, 100 ans, les congrégations religieuses étaient très actives. Je dis 50 ans, c'est peut-être
plus vieux que ça un peu, là, depuis la Révolution tranquille, que les congrégations religieuses sont en perte de vitesse et en perte d'effectifs, mais durant des centaines d'années, c'était les congrégations religieuses qui prenaient soin de ces gens-là. On n'a plus ça. Familialement aussi, on avait souvent les aînés restaient dans la famille. On avait une tante célibataire qui restait dans la famille. Souvent, ces gens-là pouvaient rester dans la famille. C'est beaucoup moins fréquent qu'on voit ça aujourd'hui. Donc, c'est pris en charge par la société. Les gens comme ça sont pris en charge par la société et vu que les ressources sont coupées, ben on se retrouve avec un manque de ressources. C'est pour ça que je préconise une implication citoyenne, puis commencer par regarder autour de soi pour éviter justement que socialement on se retrouve avec une charge quand familialement on peut participer. J'ai 2 questions pour toi, Guylaine. Oui. La première, c'est dans le cas de Chantal, si je me souviens bien, qui avait accumulé pour 50 000 de contraventions. Tu fais quoi avec ça? Quand j'ai fait l'entrevue, c'est Lynn qui avait 58 000, je pense, en tout cas au-dessus de 50 000. Lynn, quand je l'ai passée en entrevue, justement, avait un appartement ici à Victoriaville. Donc, elle a vécu pendant 6 ans dans les rues de Montréal. Elle a sorti de la rue, elle s'est pris un appartement ici à Victoriaville et là, elle était convoquée en cours à Montréal à cause de ces contraventions. Et là, je présume, OK, je peux rien affirmer, j'ai perdu sa trace. Mais quand je l'ai passée en entrevue, elle était itinérante temporaire à Montréal pour venir passer en cours. Puis probablement qu'elle rentre en dedans, je ne sais pas trop. Parce qu'il y avait d'autres problématiques aussi que je ne divulgue pas, qui n'ont pas été mises dans le film non plus, parce que ça aurait pu l'incriminer. Je ne serais pas étonnée qu'elle soit incarcérée présentement. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse, puis ça va peut-être vous répondre, monsieur en arrière. On a 3 incubateurs socialement, 3 incubateurs à itinérance. Je t'oublie pas non plus pour l'autre question. Exemple, quelqu'un qui vit en milieu carcéral pour un court séjour, c'est-à-dire moins de 2 ans. Quand il sort, il ne fait pas de maison de transition. Quand il sort, il n'y a plus de revenus. S'il sort, je sais pas, peu importe la semaine dans le mois, ça prend 3 semaines avant que son premier chèque de bien-être rentre. Quand tu as passé 1 an et demi en prison, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu sors de là? Tu as envie de voir du monde. Tu as envie de faire la fête. Et là, tu es 3 semaines sans revenu. Il faut que tu manges, il faut que tu dormes, il faut que tu... Bon. Fait qu'il y a beaucoup d'ex-détenus qui vont faire un séjour à la rue de court ou long terme. On a aussi une autre problématique, la problématique des services sociaux, qui, je veux pas lancer la brique aux services sociaux. Sauf qu'un jeune qui a eu une enfance foquée en famille d'accueil, qui n'a pas eu les outils pour se prendre en main en tant qu'adulte, à 18 ans, s'il est en famille d'accueil, ben il doit se prendre en charge. Moi, de mes 3 gars, à 18 ans, ils n'étaient pas tous prêts à se prendre en charge. Je veux dire, j'ai été en arrière d'eux un bout de temps après, là. Des fois, ils étaient corrects un petit bout, puis là, whoop, il arrivait un événement, puis whoop, ils revenaient à la maison une couple de mois, puis whoop, ils repartaient sur leur rail, ils se faisaient serrer dans mes bras, je m'occupais d'eux autres. Un jeune qui sort de foyer d'accueil n'a pas toujours accès à ça. Donc, on vient fragiliser l'individu et on le met à risque de. Et l'autre problématique, les longs séjours en psychiatrie.
Quelqu'un qui rentre à l'hôpital en psychose, qui est hospitalisé pendant 1 mois, 2 mois, ça arrive. Bien, après 2 mois, qu'est-ce qui risque d'arriver s'il y a personne qui s'occupe de contacter son propriétaire pour expliquer pourquoi que la personne ne paye pas son loyer, pourquoi que la personne n'a pas fait sa déclaration OBS, pourquoi que la personne donne pas signe de vie puis que le chat est mort de faim dans l'appartement, le propriétaire va vider l'appartement. Quand la personne va sortir, puis là, vous allez me dire, ben voyons, il y a des travailleurs sociaux à l'hôpital. Oui, je le sais, mais c'est quand même une réalité. Puis le travailleur social, il n'est pas là pour fouiller la vie de l'individu. Et ça arrive que des gens en long séjour en psychiatrie ressortent et qui aient perdu leur logis. Donc, c'est trois réalités sociales qu'on vit. Merci beaucoup pour ces précisions. Pour avoir travaillé pour les centres jeunesse, c'est le principal défi de préparer les gens au fait qu'à 18 ans, tous les services sont coupés. Puis c'est difficile. Donc, ma deuxième question, la suivante. Au début, dans l'extrait, justement, on a vu Anita, Catherine, Chantal et Lynn. Puis, pour Catherine, la raison pour laquelle elle a décidé de sortir de la rue semble assez claire. Elle a eu des enfants, puis ça a été le déclic pour décider de se prendre en main. Mais qu'en est-il des 3 autres? Chantal, bon, premièrement, ça a été tourné en 2012, tout en 2012, ou peut-être début 2013. Le lancement a eu lieu décembre 2013. Chantal, en bas, ici, avec son minou, quand je l'ai rencontré, était en appartement. Et son frère était, je ne sais plus le mot, là, quand il gérait son chèque, il y a un mot pour ça. Donc, le chèque de Chantal, l'aide sociale rentrait, mais c'est son frère qui payait le logement, puis tout ça, puis lui donnait ce qui restait. Donc, on assurait son logement. Qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas trop, mais cet été, j'étais à Montréal lors d'un événement. Je marchais sur Sainte-Catherine. On était dans la nuit du 30 au 1er. J'arrive sur Chantal, assise à Sainte-Catherine, à Montréal. Là, Chantal était à Sherbrooke quand j'ai tourné. Alors, je vois Chantal, puis je fais « Chantal, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, elle me reconnaît pas tout de suite. Puis là, elle fait « Ah, Guylaine, t'as pas un 5 ans? » Je dis « Mais qu'est-ce que tu fais à Montréal? » Donc, elle était revenue à Montréal. Et puis, dernièrement, je vais faire mes commissions à Sherbrooke. J'arrive dans le centre d'achat. Ma Chantal, qui est assise sur un banc, était revenue à Sherbrooke. Donc, Chantal se promène, mais les dernières nouvelles que j'en ai eues juste avant Noël, elle réintégrait un logement. Donc, c'est ça le parcours de quelqu'un qui tu sais, des fois, la personne sort de la rue, y retourne. Pour ce qui est de Annika est en couple avec une femme et ils ont eu un bébé. Ils sont venus au lancement. C'était vraiment... je trouvais ça le fun qu'ils soient là. Et puis, ça heurte les préjugés, les stéréotypes des gens. Mais en même temps, Annika, là, quand on jase avec elle, elle est tellement sensible et humaine, c'est de toute beauté. Puis c'est une artiste, ben là, on a vu juste un petit bout de la chanson, mais c'est une artiste. Et puis, elle s'occupe très bien de son bébé. C'est ce qu'il y en est pour Annika. Elle vit à 2 rues de chez moi, Annika. Catherine est toujours à l'université. Elle vit dans un tout petit logement avec ses 2 enfants. C'est pas facile, mais elle persévère. Et puis, bon, dans le livre et dans le film, là, je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans le film que j'en parle, je pense que c'est dans le film. Catherine, quand elle a voulu se trouver un logement, quand elle disait qu'elle avait 2 enfants, parce qu'elle cherchait pour genre un 2,5, parce qu'elle ne pouvait pas se payer plus grand, mais tout ce qui comptait pour elle, c'était tout le monde est à l'abri, tout le monde est au chaud, tout le monde va bien, c'est correct. Les propriétaires ne voulaient pas lui louer parce qu'ils disaient que la superficie ne convenait pas pour une famille avec 2 enfants. Elle a été obligée de cacher l'existence de ses enfants pour obtenir un logement. Et quand le propriétaire a découvert qu'elle avait 2 enfants, il l'a menacé de l'évincer. Puis elle s'est battue, puis elle a encore son logement, mais la réalité, c'est que c'est moins dur de se trouver un logement avec un chien qu'avec des enfants. Et pour avoir eu 3 enfants et avoir connu la pauvreté, puis je peux dire la pauvreté P majuscule, ben c'est vrai
que c'est moins dur de se trouver un logement avec un chien qu'avec des enfants. Parce que quand le propriétaire il sait que tu as 3 gars, il craint pour le bruit, il craint pour, bon, je sais pas quoi, là. Mais donc, c'est ça. Est-ce qu'on a fini les questions? En votre nom, je remercie Mme Clich de sa présence au Cégep de Victoriaville aujourd'hui. Merci pour votre présence, à vous. Pour nous faire part de votre appréciation de l'activité, vous pouvez déposer dans les boîtes situées à l'arrière vos cartons d'appréciation. Nous vous invitons à une prochaine activité qui se déroulera la semaine prochaine, le 11 février, pour le visionnement du documentaire Anticosti, la chasse au pétrole extrême. Merci et bonne fin de journée.